Bienvenue sur Classique en lecture. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Chapitre 9. Lénina estimait avoir droit, après cette journée d'étrangeté et d'horreur, à un congé complet et absolu. Aussitôt qu'ils furent rentrés à l'hôtellerie, elle avala 6 comprimés d'un demi-gramme de soma, s'étendit sur son lit, et au bout de 10 minutes, elle était embarquée pour une éternité lunaire. Il se passerait 18 heures, au moins, avant qu'elle fût de retour dans le temps. Bernard, cependant, resta couché, pensif, et les yeux grands ouverts dans la nuit. Ce n'est que bien après qu'il s'endormit, bien après minuit, mais son insomnie n'avait pas été stérile. Il avait un plan. Ponctuellement le lendemain matin, à 10 heures, l'octavon à l'uniforme vert descendit de son hélicoptère. Bernard l'attendait parmi les agaves. Miss Crown a pris du soma pour s'offrir un congé, expliqua-t-il. Elle ne pourra guère en revenir avant 5 heures. Cela nous laisse donc 7 heures. Il aurait le temps de voler jusqu'à Santa Fe, d'y traiter tout ce qu'il avait à faire, et d'être à Maltais bien avant qu'elle se réveillât. Elle sera bien en sûreté ici toute seule. Comme mon hélicoptère, lui assura l'octavon. Ils montèrent dans l'appareil et se mirent en route immédiatement. À 10h34, ils atterrirent sur le toit du bureau de poste de Santa Fe. À 10h37, Bernard était en communication avec le bureau de l'administrateur mondial à Whitehall. À 10h39, il causait avec le 4e secrétaire particulier de sa forderie. À 10h44, il répétait son histoire au premier secrétaire, et à 10h47 et demie, ce fut la voix profonde et sonore de Mustapha Meunier lui-même qui lui résonna aux oreilles. « Je me suis permis de penser, bredouilla Bernard, que votre forderie trouverait peut-être à cette question un intérêt scientifique suffisant. »« Oui, je lui trouve effectivement un intérêt scientifique suffisant, » dit la voix profonde. « Ramenez ces 2 individus avec vous à Londres. Votre forderie n'ignore pas qu'il me faudra une autorisation spéciale. Les ordres nécessaires, dit Mustapha Meunier, sont envoyés en ce moment même au conservateur de la réserve. Vous voudrez bien vous rendre immédiatement au bureau du conservateur. Au revoir, monsieur Marx. » Il y eut le silence. Bernard accrocha le récepteur et se dépêcha de remonter sur le toit. « Bureau du conservateur, » dit-il à l'octavon en vert gamma. À 10h54, Bernard serrait la main du conservateur. « Je suis ravi, monsieur Marx, ravi. » Sa voix tonnante était empreinte de déférence. « Nous venons de recevoir des ordres spéciaux. »« Je sais, dit Bernard, l'interrompant. J'étais en conversation téléphonique avec sa forderie, il y a un instant. » Le ton d'ennui qu'il avait pris dans sa voix sous-entendait qu'il avait l'habitude de causer avec sa forderie tous les jours de la semaine. Il se laissa tomber sur une chaise. « Si vous voulez bien faire le nécessaire le plus tôt possible. »« Le plus tôt possible, » répéta-t-il en accentuant. Il s'amusait royalement. À 11h03, il avait dans sa poche tous les papiers nécessaires. « À la prochaine !» dit-il d'un ton protecteur au conservateur, qui l'avait accompagné jusqu'à la porte de l'ascenseur. « À la prochaine !» Il alla à pied jusqu'à l'hôtel, prit un bain, un vibromassage par le vide, se rasa à l'appareil électrolytique, entendit par TSF les nouvelles de la matinée, s'offrit une demi-heure de télévision, dégusta à loisir son déjeuner et à 2h30 s'envola avec l'octavon pour retourner à Maltais. Le jeune homme était devant l'hôtellerie. « Bernard !» appela-t-il. « Bernard !» Il n'y eut pas de réponse. Sans bruit, chaussé de ses mocassins en peau de daim, il monta les marches en courant et essaya d'ouvrir la porte. La porte était fermée à clé. Ils étaient partis. Partis. C'était la chose la plus terrible qui ne lui fût jamais arrivée. Elle lui avait demandé de venir les voir, et voilà qu'ils étaient partis. Il s'assit sur les marches et pleura. Une demi-heure plus tard, il eut l'idée de regarder par la fenêtre. La première chose qu'il vit, ce fut une mallette verte avec les initiales L.C. peintes sur le couvercle. La joie éclata en lui comme un feu qui s'embrase. Il ramassa une pierre. Le verre cassé tinta sur le sol. L'instant d'après, il était dans la pièce.
Il ouvrit la mallette verte, et tout à coup il se trouva à respirer le parfum de Lénina, s'emplissant les poumons de son être essentiel. Il sentit son cœur qui battait éperdument. Un moment, il faillit s'évanouir. Puis, se penchant sur la précieuse boîte, il toucha, il souleva la lumière, il examina. Les fermetures éclairs sur la culotte de rechange en velours de coton à la viscose que Lénina avait emportée lui furent d'abord une énigme, puis, l'ayant résolu, un ravissement. Zip, et encore zip, zip, et de nouveau zip. Il était enchanté. Les pantoufles vertes de la jeune femme étaient les choses les plus belles qu'il eût jamais vues. Il déplia une combinaison culotte à fermeture éclair, rougit et la remit vivement en place. Mais baisa un mouchoir à l'acétate parfumé et se passa un foulard autour du cou. Ouvrant une boîte, il répandit un nuage de poudre parfumée. Il en eut les mains blanches, comme s'il les avait trempées dans de la farine. Il se les essuya sur la poitrine, sur les épaules, sur les bras nus. Parfum délicieux. Il ferma les yeux. Il se frotta la joue contre son propre bras poudré. Contact d'une peau lisse contre son visage, parfum de poussière musquée dans ses narines, sa présence réelle. Lénina, chuchota-t-il, Lénina. Un bruit le fit sursauter, le fit se retourner avec un sentiment de culpabilité. Il enfouit bien vite le produit de son larcin dans la mallette et ferma le couvercle. Puis il écouta de nouveau, regarda. Nul signe de vie, nul bruit. Et pourtant, il avait certainement entendu quelque chose qui ressemblait à un soupir, quelque chose qui ressemblait au grincement d'un parquet. Il se haussa sur la pointe des pieds pour aller à la porte, et l'ouvrant avec précaution, se trouva face à un large palier. Sur le côté opposé de ce palier était une autre porte, entr'ouverte. Il sortit, poussa, jeta un coup d'œil. Sur un lit bas, le drap rabattu en arrière, vêtu d'un pyjama d'une seule pièce à fermeture éclair, Lénina était étendue, dormant d'un sommeil profond, et si belle au milieu de ses boucles, si enfantinement touchante avec ses orteils roses et son visage grave et endormi, si confiante dans l'abandon de ses mains molles et de ses membres détendus qu'il lui en vint les larmes aux yeux. Avec une infinité de précautions, absolument superflues, car il aurait fallu à tout le moins le fracas d'un coup de pistolet pour que Lénina revînt, avant le moment fixé, du congé que lui avait donné le soma. Il entra dans la pièce, il s'agenouilla à côté du lit. Il contempla, il joignit les mains, ses lèvres remuèrent. Ses yeux, ses cheveux, sa joue, sa démarche, sa voix. Tu les manies en ton discours, ô sa main que voilà, en comparaison de laquelle tous les blancs sont noirs, écrivant leurs propres reproches contre le doux toucher de laquelle le duvet du cygne est rugueux. Une mouche bourdonna autour d'elle. Il la chassa en agitant la main. Les mouches, le souvenir lui en revint. Sur la merveille blanche qu'est la main de Juliette chérie, peuvent saisir et dérober la grâce immortelle sur ses lèvres qui, même dans leur chaste pudeur de vestale, rougissent cependant, comme si elles jugeaient coupables leur propre baiser. Très lentement, du geste hésitant de quelqu'un qui se penche en avant pour caresser un oiseau timide et peut-être un peu dangereux, il avança la main. Elle reste là, tremblante, à 2 centimètres de ses doigts, mollement pendants, tout près de les toucher. Osait-il profaner de sa main la plus indigne qui fût cette... Non, il n'osait point. L'oiseau est trop dangereux. Sa main retomba en arrière. Comme elle était belle. Combien belle. Il se prit alors soudain à songer qu'il lui suffirait de saisir la fermeture éclair qu'elle avait au cou et de tirer d'un seul coup, long, vigoureux. Il ferma les yeux, il hocha rapidement la tête du geste d'un chien qui se secoue les oreilles au sortir de l'eau. Détestable pensée. Il eut honte de lui-même. Chaste pudeur de Vestale. Il y eut dans l'air un vombrissement. Encore une mouche essayant de dérober des grâces immortelles. Une guêpe? Il regarda, ne vit rien. Le vrombissement se fit de plus en plus fort, se localisa juste en dehors des fenêtres, garnies de leurs volets. L'avion!
Pris de panique, il se remit bien vite debout et courut dans l'autre pièce, franchit d'un bond la fenêtre ouverte et se pressant le long du sentier, entre les hautes rangées d'agaves, arriva à temps pour recevoir Bernard Marx, comme il descendait de l'hélicoptère. Chapitre 10. Les aiguilles de chacune des 4000 pendules électriques, qui se trouvaient dans les 4000 pièces du centre de Bloomsbury, marquaient 2h27. Cette ruche industrieuse, comme aimait à l'appeler le directeur, était en plein bourdonnement de travail. Chacun était occupé, tout était en mouvement ordonné. Sous les microscopes, leurs longues queues, furieusement battantes, les spermatozoïdes se frayaient, la tête la première, une entrée dans les œufs. Et fécondés, les œufs se dilataient, se segmentaient, ou ils s'étaient bokanovskifiés, bourgeonnaient et éclataient en populations entières d'embryons distincts. Partant de la salle de prédestination sociale, les escalateurs descendaient en grondant au sous-sol, et là, dans l'obscurité rouge, mijotant à la chaleur sur leurs matelas de péritoine, et gorgés de pseudo-sang et d'hormones, les fœtus grandissaient, ou bien, empoisonnés, s'étiolaient à l'état rabougri d'Epsilon. Avec un petit bourdonnement, un fracas léger, les porte-bouteilles mobiles parcouraient d'une allure imperceptible les semaines et tous les âges du passé, en raccourci, jusqu'à l'endroit où, dans la salle de décantation, les bébés frais, émoulus de leurs flacons, lançaient un premier vagissement d'horreur et d'ahurissement. Les dynamos ronflaient à l'étage inférieur du sous-sol, les ascenseurs montaient et descendaient à toute vitesse. À chacun des 11 étages des pouponnières, c'était l'heure du repas. De 1800 biberons, 1800 bébés soigneusement étiquetés suçaient simultanément leurs demi-litres de sécrétions externes pasteurisées. Au-dessus d'eux, sur 10 étages successifs consacrés au dortoir, les petits garçons et les petites filles, qui étaient encore d'âge à avoir besoin d'une sieste d'après-midi, étaient aussi occupés que tous les autres, bien qu'ils n'en sussent rien, écoutant inconsciemment les leçons hypnopédiques sur l'hygiène et la sociabilité, sur le sentiment des classes sociales et la vie amoureuse du mioche qui sait à peine marcher. Au-dessus d'eux encore, il y avait les salles de récréation où, le temps s'étant mis à la pluie, 900 enfants plus âgés s'amusaient à des jeux de construction et de modelage, aux zip-furets et à des jeux érotiques. Bzz, bzz. La ruche bourdonnait, activement, joyeusement. Le chant des jeunes filles, penchées sur leur tube à essai, montait avec allégresse. Les prédestinateurs sifflaient tout en travaillant, et dans la salle de décantation, quelle bonne blague on se disait au-dessus des flacons vides. Mais le visage du directeur, au moment où il pénétra dans la salle de fécondation avec Henry Foster, était grave, figé dans sa sérénité, comme s'ils étaient taillés dans le bois. Un exemple public, disait-il, dans cette salle, parce qu'elle contient plus de travailleurs des castes supérieures que tout autre de ce centre. Je lui ai dit de me retrouver ici à 2h30. Il fait très bien sa besogne, dit Henri, s'interposant avec une générosité hypocrite. Je le sais, mais j'ai une raison pour être d'autant plus sévère. Son éminence intellectuelle entraîne avec elle des responsabilités morales. Plus les talents d'un homme sont grands, plus il a le pouvoir de fourvoyer les autres. Mieux vaut le sacrifice d'un seul que la corruption d'une quantité de gens. Envisagez la question sans passion, Mr. Foster, et vous verrez qu'il n'est pas de crime aussi odieux que le manquement d'orthodoxie dans la conduite. L'assistanat ne tue que l'individu. Et qu'est-ce que, après tout, qu'un individu ? D'un geste large, il indiqua les rangées de microscopes, les tubes à essai, les couveuses. Nous savons en faire un œuf avec la plus grande facilité, autant que nous en voulons. Le manque d'orthodoxie menace bien autre chose que la vie d'un simple individu. Il frappe la société même. Oui, la société même, répéta-t-il. Ah, mais le voici. Bernard était entré dans la salle et s'avançait vers eux parmi les rangées des fécondateurs. Une mince couche d'assurance prétentieuse cachait à peine sa nervosité. Le ton de voix dont il dit « Bonjour, monsieur le directeur » était absurdement fort. Celui dont, rectifiant son erreur, il dit « Vous m'avez prié de venir vous parler ici », ridiculement doux, un petit cri de souris.
Oui, Mr. Marx, dit le directeur d'une voix de mauvais augure. Je vous ai effectivement prié de venir me trouver ici. Vous êtes rentré de congé hier soir, n'est-ce pas? Oui, répondit Bernard. Oui, répéta le directeur, en faisant traîner cette i avec ironie. Puis, haussant soudain la voix. Mesdames, messieurs, tornitrua-t-il, mesdames, messieurs. Le chant des jeunes filles penchées sur leur tube à essai, le sifflotement préoccupé des opérateurs au microscope, cessa subitement. Il y eut un silence profond. Tous se retournèrent. Mesdames, messieurs, répéta de nouveau le directeur, excusez-moi d'interrompre ainsi vos travaux. Un devoir pénible m'y contraint. La sécurité et la stabilité de la société sont en danger. Oui, mesdames, messieurs, en danger. Cet homme, il dirigea sur Bernard un doigt accusateur. Cet homme qui est ici devant vous, cet Alpha Plus, à qui il a été donné tant de choses, et de qui, en conséquence, on doit en attendre tant, cet homme, votre collègue, ou vaudrait-il mieux anticiper et dire votre ex-collègue, a grossièrement trahi la confiance dont il avait été investi. Par ses idées hérétiques sur le sport et le soma, par la scandaleuse irrégularité de sa vie sexuelle, par son refus d'obéir aux enseignements de notre Ford et de se conduire en dehors des heures de bureau comme un bébé en flacon. À ce point de son discours, le directeur fit un signe de thé. Il s'est avéré être un ennemi de la société, un homme subversif, mesdames, messieurs, à l'égard de tout ordre et de toute stabilité, un conspirateur contre la civilisation elle-même. Pour ce motif, je me propose de le congédier ignominieusement du poste qu'il a occupé dans ce centre. Je me propose de demander immédiatement son transfert à un sous-centre de la catégorie la plus basse, et afin que son châtiment puisse servir au mieux les intérêts de la société, éloigner le plus possible de tout centre important de la population. En Islande, il aura fort peu l'occasion de fourvoyer autrui par son exemple qui s'écarte du fordien. Le directeur se tut un instant, puis croisant les bras, il se tourna d'un geste impressionnant vers Bernard. « Marx, dit-il, avez-vous à présenter quelques raisons pour que je ne mette pas à présent à exécution la sentence qui vient d'être prononcée contre vous ?»« Oui, répondit Bernard d'une voix très forte, un peu décontenancé, mais toujours majestueusement. « Alors, venez la présenter, dit le directeur. »« Certainement, mais elle est dans le couloir. Un instant. » Bernard courut rapidement à la porte et l'ouvrit toute grande. « Entrez, ordonna-t-il. » Et la raison entra et se présenta. Il y eut un halètement convulsif, un murmure d'étonnement et d'horreur. Une jeune fille poussa des cris, montée sur une chaise afin de mieux voir. Quelqu'un renversa 2 tubes à essai pleins de spermatozoïdes. Bouffis, affaissés, et parmi ces corps juvéniles et fermes, ces visages que rien ne distordait, monstre étrange et terrifiant d'âge mûr, Linda s'avança dans la pièce, souriant coquettement de son sourire brisé et décoloré, et roulant tout en marchant, d'un geste qu'elle croyait être une ondulation voluptueuse, ses hanches énormes. Bernard marchait à côté d'elle. « Le voilà, dit-il, désignant le directeur. « Aviez-vous cru que je ne le reconnaîtrais pas ?» demanda Linda avec indignation. Puis, se tournant vers le directeur. « Bien sûr que je t'ai reconnu, Tomakin. Je t'aurais reconnu n'importe où, entre 1000. Mais peut-être m'as-tu oublié, toi. Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas, Tomakin? Ta Linda. » Elle resta là à le regarder, la tête de côté, souriant toujours, mais d'un sourire qui, devant l'expression de dégoût pétrifié en laquelle se figeait le visage du directeur, perdait progressivement son assurance, d'un sourire qui chancelait et finit par s'éteindre. « Tu ne te rappelles pas, Tomakin ?» répéta-t-elle d'une voix qui tremblait. Ses yeux étaient angoissés, pénétrés d'une douleur atroce. Le visage pustulé et bouffi eut un gémissement grotesque en prenant le masque grimaçant de la souffrance extrême. « Tomakin !» Elle tendit les bras. Quelqu'un commença à ricaner. « Que signifie
commença le directeur. Cette monstrueuse Tomaquine. Elle s'élança en avant, traînant derrière elle sa couverture, lui jeta les bras autour du cou, se cacha la tête contre sa poitrine. Les rires fusèrent en hurlements que rien ne pouvait réprimer. « Cette monstrueuse farce !» glapit le directeur. Le visage empourpré, il essaya de se dégager de l'étreinte de Linda. Elle s'agrippa désespérément à lui. « Mais c'est moi, Linda! C'est moi, Linda !» Sa voix fut couverte par les rires. « Tu m'as fait avoir un bébé !» hurla-t-elle, dominant le tumulte. Il y eut un silence soudain et effarant. Les regards flottèrent, gênés, ne sachant où se diriger. Le directeur pâlit tout à coup, cessa de se débattre et resta là, les mains posées sur les poignets de Linda, écarquillant les yeux sur elle, horrifié. « Oui, un bébé, et c'est moi sa mère !» Elle lança cette obscénité, tel un défi, dans le silence outragé, puis se détachant soudain de lui, honteuse, honteuse, elle se couvrit les yeux de ses mains en sanglotant. « Ce n'a pas été ma faute, Tomaquine, parce que j'ai toujours fait mes exercices malthusiens, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Toujours. Je ne sais pas comment je... Si tu savais comme c'est affreux, Tomaquine. Mais il m'a été d'un grand secours malgré tout. » Se tournant vers la porte. « John !» cria-t-elle. « John !» John entra tout de suite, s'arrêta un instant dès qu'il eut franchi la porte, jeta un coup d'œil circulaire, puis traversa rapidement et silencieusement la pièce, sur ses pieds chaussés de mocassins, tomba à genoux devant le directeur et dit d'une voix distincte « Mon père !» Ce mot, car père n'était pas tant obscène, en raison de la distance que ce terme impliquait par rapport aux secrets répugnants et immoraux de l'enfantement, que simplement grossier. C'était une inconvenance scatologique plutôt que pornographique. Ce mot comiquement ordurier provoqua un soulagement dans tout ce qui était devenu une tension absolument intolérable. Des rires éclatèrent, énormes, quasi hystériques, en rafales successives, comme s'ils n'allaient plus s'arrêter. « Mon père !» Et c'était le directeur. « Mon père !» Oh Ford, oh Ford ! Cela, c'était véritablement par trop énorme. Les hoquets et les tempêtes de rire se renouvelèrent. Les visages paraissaient être sur le point de voler en éclats. Les larmes ruisselaient. 6 nouveaux tubes de spermatozoïdes furent renversés. Mon père. Blême, les yeux hagards, le directeur jetait alentour des regards ébahis, souffrant le martyre de l'humiliation abasourdie. Mon père! Les rires, qui avaient semblé vouloir s'apaiser, éclatèrent de nouveau, plus vigoureux que jamais. Il se couvrit les oreilles de ses mains et se précipita hors de la pièce. Merci d'avoir écouté les chapitres 9 et 10 du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley sur Classique en lecture. Vous trouverez les chapitres suivants sur la playlist Livres audio. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.